10 avril 1769. À Lectoure, petite commune dans le Gers, au bas de la rue Matabio, un garçon prénommé Jean voit le jour. Fils de Cécile Fourégnan et de Jean Lannes, il est baptisé le lendemain dans la cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais. Né dans une famille de laboureurs, bordiers et trafiqueurs plutôt aisés, il vécut sa vie anonymement jusqu'en 1792. 20 juin 1792, Lannes est nommé sous-lieutenant des grenadiers du 2e bataillon de volontaires du Gers. Après la Révolution et les relations diplomatiques dégradées avec l'Espagne, ce dernier déploie son armée tout près de la frontière. 17 avril 1793. Le général espagnol Ricardos lance une avant-garde de 3500 hommes pour contrôler toute la haute vallée du Tech. Arrivés à Saint-Laurent-de-Cerdan, les volontaires du Tarn se font écraser et, pris de panique, fuient vers Arles-sur-Tech où ils rencontrent 5 compagnies du 2e bataillon du Gers et les encouragent à faire de même. Mais Lannes, présent, se reprend et encourage ses camarades. Halte! Arrêtez, sacrebleu! Arrêtez donc! Foutre! Sacréros! Chameaux que nous sommes! Nous faisons fausse route! Gare l'embuscade! Halte donc! Tas de gens foutre! Demi-tour! Vite! À moi! À la course! En avant! Le moral des troupes retrouvées, ces dernières conduites fermement par le général Laterade, arrivent à opposer une légère résistance avant de se replier sans confusion. Après plusieurs mois de bataille, l'avancée espagnole est stoppée et Ricardos se replie au-delà du Tech. Lannes est promu lieutenant puis très rapidement capitaine suite à un nouvel assaut furieux et meurtrier. Suite à cette dernière bataille, Lannes, blessé au bras, récupère à Perpignan. Mais après la défaite française à Villelongue, il est rappelé par le chef de brigade Banel et malgré un bras en écharpe commande l'avant-garde de la colonne commandée par Laterade pour reprendre Villelongue. L'assaut lancé, rien ne lui résiste. Plusieurs positions sont prises et soutenu par Laterade et Banel, la redoute est prise. Suite à ces actions décisives, il est promu le 25 décembre 1793 chef de brigade. Début 1794. Guéri, Lannes se voit confier le commandement de 2 bataillons de la brigade Banel. Toujours dans l'armée des Pyrénées-Orientales, s'illustrant parmi d'autres dans différentes batailles, il fait parler de lui jusqu'en 1795. Pendant ses permissions passées à Perpignan, il y rencontre une jeune femme, Jeanne-Joseph Barbe-Méric. Ils se marièrent le 19 mars 1795 à Perpignan. Mais Lannes est rapidement rappelé au front jusqu'au 22 juillet 1795, où la France et l'Espagne signent enfin la paix. Mais malheureusement, l'armée d'Italie n'en a pas terminé avec l'Autriche et sa brigade est envoyée en renfort. En un peu plus de 2 ans de combat, Lannes s'est déjà forgé une solide réputation comme en témoigne une note du général Lamer, chef d'état-major de l'armée des Pyrénées-Orientales. Le chef de brigade Lannes, nommé à ce grade sur la proposition du général Doust, depuis les preuves de la plus grande valeur qu'il a constamment données depuis le commencement de la guerre, ce chef de brigade n'a pas cessé de continuer à donner à ses frères d'armes l'exemple des actions les plus intrépides et les plus sagement combinées. Tout ce qu'on peut dire de lui est infiniment au-dessous de ce qu'il mérite. Et Lannes ne va pas tarder à confirmer les propos de Lamer en acquérant dans les Alpes des lauriers tout aussi mérités que ceux obtenus dans les Pyrénées. Novembre 1795. Les renforts des Pyrénées à peine arrivés, une offensive est menée pour s'emparer de Loano et de Savona. Le plan mené par le général de division Masséna est un succès. Les positions sont prises en une journée et Lannes est encore cité dans les rapports de la bataille. Mais le directoire en pleine réorganisation de l'armée décide de réduire le nombre de demi-brigades et nombreux de jeunes promus dont Lannes perdent leur commandement fixe. L'armée d'Italie en pleine réorganisation attendent leur nouveau chef, Napoléon Bonaparte. Ce n'est que le 2 avril 1796 que la première campagne d'Italie commence. Après plusieurs offensives réussies du 10 au 15 avril, où Lannes s'est déjà fait remarquer par Bonaparte, les Autrichiens se replient sur la Lombardie. Ce dernier se retourne alors contre les Piémontais et en seulement une semaine conclut un armistice avec le roi de Sardaigne. 6 mai 1796. Lannes prend le commandement des 6e et 7e bataillons de grenadiers et du 4e de carabiniers au sein de l'avant-garde, sous les ordres du général d'Allemagne, et se dirige vers le Pô. Bonaparte veut poursuivre les Autrichiens sur la rive droite du fleuve et s'emparer de Milan. Le 8 mai, Lannes parvient face au fleuve de 500 mètres de large. Malgré 2 escadrons de hussards sur la rive opposée, notre Gascon ne se déconcerte pas. Et à la tête de plusieurs centaines de grenadiers, franchit le Pô grâce à 5 bateaux réquisitionnés. Après seulement quelques coups de fusil, la cavalerie ennemie se replie et permet au gros de l'avant-garde de franchir le fleuve, tandis que les pontonniers jettent un pont pour le reste de l'armée. Les Français, passant le fleuve, marchent sur le village de Fontbiot où s'est retranchée une division autrichienne et attaquent. D'Allemagne à droite, Lanus au centre et Lannes à gauche. Après une farouche résistance, les Autrichiens se replient. Lannes est une nouvelle fois cité dans le rapport envoyé au directoire. Le chef de brigade Lannes, aussi brave qu'intelligent, est le premier qui est mis pied à terre.
Le succès du combat de Fombio est dû en grande partie au courage du chef de brigade Lannes. 10 mai 1796. À Lodi, les Autrichiens de Beaulieu se font écraser, et 5 jours plus tard, Milan est prise ainsi que toute la Lombardie. 23 mai. Des agents autrichiens motivent la population de Milan et ses alentours à se soulever. Lannes est envoyé débusquer les 700 insurgés au village de Binasco qui tentent de se regrouper. Il les fait se disperser avec un bataillon en en tuant une centaine et brûle le village. La révolte est matée 3 jours plus tard. 30 mai. Borghetto et Valeggio sont prises et Beaulieu se réfugie dans le Tyrol. Après une attaque surprise des Autrichiens au quartier général français, où Bonaparte aurait pu perdre la vie, ce dernier décide de créer une garde d'élite chargée de sa sécurité dont Lannes en sera le responsable. Les jours passent et la campagne continue, à San Giorgio, Pozzolo, Arcata, Massa Carrara, Mantoue, Lonato, Roveredo, Bassano, où Lannes s'illustre particulièrement sur les 2 dernières, comme en témoigne l'historique de la 4e demi-brigade. Plus intrépide encore que ses officiers, Lannes obtint de plus vastes résultats. La fusillade continuait de se faire entendre, il accourut à la tête d'une trentaine de tirailleurs et aperçut un général ennemi entouré de son état-major. Il poussa à lui le somma de se rendre. L'Autrichien, indigné qu'un homme seul prétendît l'enlever au milieu de sa troupe, s'avança lui-même pour le saisir. « Malheureux !» lui cria Lannes. « Sais-tu que derrière moi sont 4000 hommes qui n'attendent qu'un signe pour te passer par les armes, toi et les tiens ?» Le général subjugué n'essaya pas de prolonger la lutte. Sa troupe mit bas les armes et défila devant son audacieux vainqueur. Ce qui lui vaudra le 9 septembre une recommandation d'Augereau et de Bonaparte pour passer général de brigade. 15 septembre. Lannes est grièvement blessé au combat de Governolo. Sa cuisse transpercée par un coup de baïonnette et la jambe traversée par une balle, il est envoyé à Milan se rétablir. Après plusieurs combats et une retraite à cause du sous-effectif français, Bonaparte imagine une nouvelle offensive en simulant une retraite vers Milan, pour partir vers Ronco où les troupes passeront l'Adige et Arcole. Apprenant le retour imminent des combats, Lannes encore convalescent rejoint le front pour la traversée de l'Adige et le 15 novembre, la bataille pour le pont d'Arcole commence. L'offensive bien débutée côté français ne parvient pas à passer face à la réponse autrichienne. Les soldats se font massacrer et les suivants hésitent puis s'arrêtent malgré l'acharnement des généraux à faire battre la charge. Ces derniers finissent par revenir criblés de balles dont Lannes qui avec 2 balles est évacué sur Ronco. Constatant les échecs successifs, c'est Bonaparte qui décide de mener la charge pour ranimer l'ardeur des soldats français. Alors Lannes, toujours entre les mains des chirurgiens, apprenant que son général va mener la charge, enfourche un cheval et parcourt les 3 km qui le séparent du champ de bataille pour l'accompagner. En arrivant, il constate une nouvelle fois l'échec et la cohue générale. Bonaparte est même précipité dans les marais par ses propres soldats. Lannes se précipite alors à cheval pour le couvrir et se prend une 3e balle, qui l'empêchera de prendre part à la bataille qui sera remportée 2 jours plus tard. 13 décembre. Le pape, montrant son hostilité aux Français, Lannes, une fois guéri, est envoyé à Lodi, à Bologne et finalement à Borgo San Donino avant de repartir le 11 janvier avec 2000 hommes soutenir Augereau attaqué par Provera vers Mantoue, où ils repousseront les Autrichiens. 5 jours plus tard, avec les renforts de Bonaparte, Provera est vaincu, mais pendant ses dernières offensives, le pape a correspondu avec l'empereur d'Autriche souhaitant la défaite des Français. Le général en chef de l'armée d'Italie décide d'entrer en campagne contre les troupes pontificales. C'est la division Victor qui est envoyée marcher sur Rome avec Lannes qui commande l'avant-garde le 1er février. C'est avec une déconcertante facilité que l'armée française investit les états pontificaux. Les positions ennemies sont prises à Imola, Forlì, Faenza, et Lannes montre son talent lors de la prise d'Ancône. Ce dernier avancé avec une douzaine d'officiers, tombe au détour d'un chemin sur un corps de 300 cavaliers ennemis. Le commandant de ses troupes ordonne de mettre le sabre à la main, et Lannes, sans perdre son aplomb, s'avance et lui dit « De quel droit, monsieur, osez-vous faire mettre le sabre à la main ? Sur le champ, le sabre dans le fourreau !»« Subito !» répond le commandant. « Que l'on mette pied à terre et que l'on conduise ses chevaux au quartier général. »« Adesso !» répond le commandant. Et l'avancée française put se poursuivre sans qu'un coup de feu ne soit tiré. 12 février à Macerata, puis Serravalle, et enfin Tolentino, incite le pape à engager des pourparlers de paix, qui suivra la signature du traité à Tolentino le 19 février. Plusieurs officiers dont Lannes furent choisis pour entrer à Rome, y rencontrer les personnalités de premier plan afin de renforcer l'image et les relations de la France pendant que Bonaparte marche vers Vienne. Les préliminaires de paix engagés le 18 avril, Bonaparte rentre à Milan attendant la signature du traité définitif et Lannes est envoyé commander une colonne mobile sur les frontières de la République de Gênes pour contribuer à l'installation d'un gouvernement démocratique et soumis à la France. Après avoir passé en revue ses troupes, il effectue l'aller-retour de Pavie à Tortona le 29 mai où il accomplit sa mission. Mais Lannes, n'ayant toujours pas récupéré de ses blessures, passe l'été à Milan avec sa femme. Ce n'est que le 8 septembre qu'il reprend du service à Tortona pour maîtriser les rébellions au nouveau gouvernement, pour finalement devoir se rendre à Marseille. En France, les royalistes écartés du pouvoir provoquent des soulèvements. Il pacifie le Midi, fait stopper les assassinats et rejoint le 30 septembre Bonaparte à Passariano, en l'attente de la signature du traité de Campo Forino le 17 octobre.
Bonaparte ayant couronné ses victoires, passe de chef de l'armée d'Italie à chef de l'armée d'Angleterre, et Lannes est également muté à l'armée d'Angleterre, quitte l'Italie pour se préparer à recevoir de nouveaux ordres. Décembre 1797. Malgré l'Angleterre toujours ennemie de la France, sur le continent la guerre est terminée et les fêtes se multiplient en l'honneur de Bonaparte qui permet à notre Gascon de bénéficier de congés auprès de sa famille bien mérités jusqu'au 5 janvier 1798, pour finalement prendre son poste de général de brigade à Boulogne. 23 février, Bonaparte informe le directoire que l'invasion de l'Angleterre n'est pas réalisable sur le court terme, mais qu'annexer l'Égypte pour contrôler les routes commerciales conduisant vers l'Arabie et les Indes est possible. Alors le 5 mars, le projet est validé. Lannes arrivé à Lyon s'occupe de veiller à la bonne distribution des équipements et des soldes. 12 avril, l'armée d'Orient est officiellement créée et lève l'ancre le 19 mai à Toulon. Après 3 semaines en mer, la flotte eut besoin de ravitailler l'eau potable à Malte, mais le grand maître de l'ordre Homme-Pêche imposa des conditions inacceptables pour Bonaparte qui ordonna la prise de l'île qui sera faite en une journée. Malgré la facilité de la prise de Malte, Lannes, qui n'a pas eu l'occasion de se mettre en valeur, se laisse entraîner par sa fougue et provoque une vive fusillade sans intérêt, provoquant la colère mesurée de Bonaparte. Maudit Gascon, qu'as-tu prétendu faire? Prouver que tu es brave? Qui en doute? Exposer ta troupe mal à propos? T'exposer toi-même pour rien? C'est impardonnable. Songe à mieux obéir dorénavant. Quand j'aurai besoin que tu ailles te faire tuer, je te dirai d'y aller et tu iras. 1er juillet, la flotte mouille enfin à Alexandrie où Lannes commande 2 bataillons dans la division Kléber. Alexandrie prise, ils partent 4 jours plus tard vers Rosette, mais la chaleur si accablante et la soif si ardente font mourir les soldats de soif. Ils parviennent tout de même à prendre la ville et longent le Nil pour rejoindre le Caire. 13 juillet, les Mamelouks de Mourad Bey sont écrasés à Chébrès. Malgré la victoire facile, les mécontents grondent. L'armée dont les généraux comme Lannes sont démoralisés et épuisés. Mais le roi de Bonaparte parvient à les faire continuer et arrive au plateau de Gizeh le 21 juillet où il saisira encore l'occasion de les galvaniser avec cette célèbre harangue. Soldats, vous allez combattre les dominateurs de l'Égypte. Songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Vive la République! Vive Bonaparte! Crièrent les soldats pressés d'en découdre avec l'ennemi qui se fit écraser une nouvelle fois en quelques heures. 3000 Mamelouks tués contre 300 Français. Après avoir organisé la défense des positions conquises, Bonaparte marche sur Belbès le 9 août pour empêcher Ibrahim Bey de rassembler ses troupes. Mais ce dernier arrive à s'enfuir alors que les Français enchaînent beaucoup de marches, beaucoup d'allers-retours avec peu de vivres. Qui plus est, la destruction de la flotte française par les Anglais à Aboukir provoque des insurrections contre les soldats, et les garnisons isolées obligent l'armée à se replier au Caire. Même si l'insurrection est sévèrement et rapidement réprimée, la révolte gronde de plus en plus fort au sein de l'armée. Bonaparte, apprenant probablement par Lannes le comportement de généraux participant au délabrement du moral, les convient. Je sais que plusieurs généraux font les mutins et prêchent la révolte. Ils y prennent garde. La distance d'un général et d'un tambour à moi est la même en certains cas. Et si ce cas se présentait, je ferais fusiller l'un comme l'autre. Les mois qui suivirent furent utilisés pour administrer toute la région conquise. Construction de moulins à blé et de fours, les soldats ne manquent plus de viande ni de fruits et légumes. Renforcer les villes, étudier les pyramides et mater les différentes révoltes jusqu'en janvier 1799 où l'expédition de Syrie se prépare pour prendre l'initiative sur le rassemblement des troupes en Syrie et en Palestine. 31 janvier, l'armée se met en marche vers la Syrie. Après avoir pris le fort d'El Arish, les Français arrivent à Gaza le 24 février, débordent l'armée de Djezar qui se replie sur Jaffa. Après un bref répit à Gaza, la troupe attaque Jaffa le 6 mars. Après plusieurs heures d'artillerie, plusieurs brèches sont ouvertes et les brigades culbutent tout sur leur passage. La ville est victime d'un véritable carnage. Les soldats ivres de rage veulent venger leurs camarades dont leurs têtes sont exposées sur les remparts. Le massacre continua jusqu'à l'épuisement des hommes. 14 mars. La troupe continue son avancée en écrasant les quelques résistances sur le chemin et arrive le 19 devant Saint-Jean d'Acre. Après 2 assauts soldés par des échecs, Bonaparte dut attendre une plus lourde artillerie pour faire tomber les remparts et tenir les positions contre les offensives des Turcs. Ce n'est que le 7 mai que toute l'artillerie de siège est en place et arrive enfin à ouvrir une brèche où Lannes et les Français peuvent monter à l'assaut. Mais la joie est de courte durée, car un second mur a été construit derrière le premier et les Français subissent un tir nourri. Lannes essaie de rallier les troupes désordonnées qui fuient, mais touché par une balle au cou, il s'affaisse sans connaissance. C'est alors qu'un capitaine de grenadiers, dont l'histoire ne retint pas son nom, tire par la cheville notre Gascon et le traîne jusqu'à la tranchée française, où il sera soigné par le chirurgien Larrey. Lannes, toujours vivant, se fit extraire la balle facilement mais garda des séquelles irréversibles avec sa tête légèrement inclinée sur la gauche et un certain embarras du larynx. 10 mai, les Français renouvellent des assauts et les échecs s'accumulent. Bonaparte, voulant diriger lui-même l'assaut, désigne des grenadiers pour le suivre. Mais les soldats exténués refusent. Alors Bonaparte les insulte. Les soldats à bout s'avancent sur lui, baïonnette en avant et c'est Lannes, toujours blessé, qui le couvre de son corps.
Lui, aimé des troupes, parvient à calmer les esprits échauffés, ce qui lui valut le jour même la promotion de général de division. Bonaparte, constatant la faiblesse de son armée, décide de lever le siège. Bombardant la ville jusqu'au jour du départ pour faire croire à l'ennemi que de nouveaux assauts étaient en préparation, la troupe se mit en marche le 19 et pratiqua la terre brûlée afin de ralentir les troupes syriennes se dirigeant vers l'Égypte. Repassant par Belbès, le 14 juin, l'armée fait son retour au Caire, suscitant des sentiments mitigés dus au semi-échec. Les Français purent se reposer jusqu'au 15 juillet car Bonaparte apprend qu'une flotte turque a débarqué à Aboukir et qu'ils attendent les renforts de Mourad Bey et Ibrahim Bey. Les Français regroupés à 7 km d'Aboukir le 25 juillet prennent l'initiative. L'âne à gauche, Murat avec la cavalerie au centre massacre ou noie 4000 Turcs. Il n'y a qu'à droite, face à Détain, où ils parviennent à se retirer avant de se faire chasser de plus belle à la baïonnette par les Français. La deuxième ligne turque fut plus difficile à vaincre. Son artillerie tint Murat à distance. Détain est repoussé, laissant ses blessés au sol. Les Turcs s'élancent alors pour couper leur tête, mais l'âne, avec 2 demi-brigades, surgissent et culbutent tout devant eux, jusqu'à s'emparer de la redoute, soutenu par Murat et la cavalerie qui sabre tous les fuyards. Le 26 juillet, l'âne se voit confier la prise du fort d'Aboukir, où les derniers survivants turcs se sont réfugiés. Il y reçoit une balle dans la jambe et contracte le tétanos qui le dit souffrir pendant des jours comme en témoigne l'arrêt. À son arrivée, il me fit appeler. La jambe était tuméfiée, les plaies sèches et douloureuses. Il éprouvait des soubresauts, des tiraillements violents dans la totalité du membre, et le pied était engourdi, la voix était rauque, les mâchoires serrées, les yeux hagards et la fièvre était allumée. À ma seconde visite, qui eut lieu 3 heures après, je trouvais tous les accidents aggravés. Je lui fis faire de suite une saignée du bras et lui mis à l'usage des émulsions auxquelles j'ajoutais le nitrate de potasse purifié, l'éther sulfurique alcoolisé, le sirop diacode et l'eau de fleurs d'oranger aux doses convenables. La nuit fut pénible, le lendemain le malade était dans le même état, la jambe très enflammée, il avalait difficilement et les mâchoires étaient toujours serrées. La nuit suivante fut plus calme, la fièvre se dissipa, tous les autres accidents s'apaisèrent et allèrent en diminuant, un saintement sanguinolent dégorgea les plaies et la jambe, le spasme cessa totalement et la suppuration devint belle et abondante. Les excrétions reprirent leur cours, le sommeil se rétablit, et au moment où je partis pour le Caire, il était en voie de guérison. Et un malheur n'arrivant jamais seul, il apprend également que sa femme vient d'accoucher d'un garçon qui ne serait pas le sien. Début août, Bonaparte, apprenant les revers de l'armée française en Europe, décide de rentrer en France. L'âne fut sélectionné parmi d'autres pour l'accompagner le 24 août et débarque à Fréjus, où il fut reçu en héros partout où ils passèrent. « Vive Bonaparte qui vient sauver la patrie !» sont acclamés les conquérants de l'Égypte, arrivant à Paris le 16 octobre. Au prochain épisode, nous retrouverons l'âne pour le 18 Brumaire, l'affaire de la Garde qui le conduira au Portugal en tant que ministre plénipotentiaire, son élévation au rang de maréchal ainsi que la seconde campagne d'Italie. Je vous remercie d'avoir regardé ce premier épisode. N'hésitez pas à me faire tous vos retours afin que je puisse en tenir compte pour la suite. Merci et à bientôt.